Donald Trump s'est découvert une nouvelle bête noire, l'Afrique du Sud. Flanquée de la Chine et de l'Union européenne, elle ne joue plus en défense, elle contre-attaque. Leur cible, les titans de la Silicon Valley. Et pendant ce temps, nous, sans tuteur ni maître, avons su gérer nos propres défis. Alors, un conseil, gardez vos conseils pour vous. Un séisme diplomatique secoue Washington, un bloc de 13 pays africains n'a pas simplement repoussé les avances américaines, il a claqué la porte au nez du président Trump sans même prendre la peine d'être poli. À la clé, de juteux contrats, des partenariats militaires, des promesses d'aides astronomiques. Mais face à la condition, couper les ponts, avec Pékin bradeur des ressources vitales, et marcher au pas derrière la bannière étoilée l'Afrique, a dit non merci. Ce que Trump nomme une collaboration, le continent l'a compris comme un ultimatum, camouflé une version moderne de l'ingérence aux allures de partenariat. Début 2025. Donald Trump débarque en fanfare avec l'ambition de redorer le blason américain sur le sol africain. Le triomphe était prévu. Mais le choc fut brutal. En lieu et place d'un tapis rouge, il a trouvé une levée de boucliers. Du nord au sud, d'Accra au Caire, la réponse a été limpide. Notre souveraineté n'est pas une monnaie d'échange. Ce n'est pas une simple querelle diplomatique, c'est un basculement historique. Le vieux scénario, où l'aide venait avec des chaînes, est en train de tomber en ruine. À la place, c'est une nouvelle ère qui prend racine, celle d'un continent qui écrit ses propres règles sans dictée extérieure. Dans cette vidéo, on démonte chaque refus pays après pays. 13 refus, 13 leçons, un signal envoyé au monde entier. L'Afrique tourne la page du paternalisme. Si vous aussi, vous pensez que les deals secrets méritent voir d'être exposés, alors likez, commentez et abonnez-vous à Huge Battle, là où les coulisses du pouvoir deviennent visibles. En février 2025, Washington est arrivé avec un cadeau joliment emballé, un plan high-tech à 451 millions de dollars, censé propulser l'Ouganda dans l'ère numérique. Sur le papier, c'était l'affaire du siècle. Mais en soulevant le ruban, la réalité avait une toute autre allure. Les géants américains Palantir et Raytheon auraient mis la main sur les centres de données nationaux pour 15 ans, obtenu un droit de regard total sur les communications du pays et exigé cerise sur le câble, l'expulsion pure et simple de Huawei et ZTE, les deux piliers de 65% du réseau télécom ougandais. Le 14 février, Yoweri Museveni a coupé court à la mascarade, déclarant devant la nation: notre indépendance ne se négocie pas, ni pour des fibres optiques, ni pour des lignes de code. Les mots de Museveni ont agi comme une étincelle dans un baril de poudre. En un rien de temps, les rues de Kampala, de Jinja et d'autres grandes villes se sont remplies de plus de 38 000 manifestants brandissant des pancartes criantes. Nos données, notre pays. Mais au lieu de reculer, l'Ouganda a appuyé sur l'accélérateur. 10 jours à peine après le refus, un contrat d'1 milliard de dollars avec Huawei était signé pour le déploiement de la 5G et la charte africaine de souveraineté des données entrait en vigueur à Kampala. Washington, pris de court, a voulu riposter, aide gelée, conseiller technologique rappelé, trop tard. La bataille de l'influence numérique venait de basculer et cette fois, ce n'était pas l'Amérique qui dictait le code. Selon un sondage Afrobarometer réalisé en mars 2025, près des 3/4 des citoyens ougandais ont applaudi la décision de dire non à l'offre américaine et plus de 8 sur 10 ont exigé une pleine maîtrise de leurs données numériques. Quand on sait que l'économie digitale du pays estimée à 2-3 milliards de dollars en 2024 pourrait doubler d'ici 2030, on comprend vite pourquoi laisser les clés à l'étranger serait une folie stratégique. Museveni, fidèle à son franc-parler, l'a parfaitement résumé. Nous avons résisté
à la colonisation armée. Ce n'est pas une colonisation numérique qui nous fera plier. L'avenir de notre pays ne s'importe pas via un cloud étranger. Aujourd'hui, l'indépendance numérique pour l'Afrique n'est plus un privilège, mais une condition vitale de survie. En janvier 2025, la Maison-Blanche a tenté un coup de poker diplomatique avec le Maroc, un joli paquet d'1-2 milliards de dollars emballé dans des promesses de technologie militaire, dernier cri de satellites brillants et d'échanges commerciaux avantageux. Mais en dépliant les petites lignes, le deal révélait son vrai visage. En échange de cette manne, Rabat devait officiellement embrasser Israël, hisser son drapeau sur une nouvelle ambassade flambant neuve et applaudir en chœur avec Washington la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Face à cette pression à peine voilée, le roi Mohamed VI a pris la parole dans une rare intervention télévisée et a tranché net: les valeurs marocaines ne sont pas cotées en bourse. Et notre fierté nationale ne s'échange pas contre des chèques aussi gros soient-ils. La réponse n'a pas traîné. Casablanca, Rabat, Marrakech. Les grandes villes du royaume se sont embrasées. Plus de 120 000 citoyens ont envahi les rues drapeaux, levés slogan en main. La Palestine avant tout. Jérusalem n'est pas à vendre. Face à cette marée humaine, Washington a sorti sa carte de représailles, contrat d'armement de 400 millions, annulé visite diplomatique, rayé du calendrier. Mais du côté marocain, pas l'ombre d'un recul. Quelques jours plus tard, à peine, Rabat signait des accords militaires et technologiques flambant neufs avec Ankara et Doha, tout en réaffirmant haut et fort son alignement sur la position historique de la Ligue arabe concernant la Palestine. Un sondage Maghreb Research de février 2025 a parlé sans détour: 87% des Marocains rejettent toute normalisation forcée et 91% soutiennent la décision du roi Mohamed VI face à la pression américaine. Fort de son ancrage historique, spirituel et émotionnel avec la Palestine. Le Maroc a envoyé un message limpide: aucun chèque étranger ne peut effacer ce que nous sommes. La pression n'achète ni les convictions ni la mémoire, a lancé le roi. Résultat, un revers cinglant pour Washington, mais pour le royaume, une déclaration de souveraineté et de fidélité. Le Nigeria lui aussi a claqué la porte à une offre américaine de plusieurs milliards censée révolutionner son secteur pétrolier. La promesse: technologies de pointe, facilité commerciale, coopération énergétique. Mais derrière les beaux discours se cachait un prix exorbitant: céder la majorité, plus de 50% de ces gisements pétroliers, à des compagnies venues tout droit des États-Unis. Le choc a été immédiat. Pour le géant africain, premier producteur de brut du continent et dépendant à plus de 90% de ses exportations pétrolières, ce projet revenait à s'aborder sa souveraineté économique. La presse locale n'a pas mâché ces mots: colonisation 2.0, pillage sous contrat. Du gouvernement à l'opposition, l'indignation a été unanime. Dans un moment rare d'unité nationale, le Parlement nigérian a voté une résolution ferme: aucune main étrangère ne posera ses griffes sur nos ressources vitales. Et à la télévision, le président a envoyé le message sans ambiguïté: notre pétrole n'est pas à louer. Et notre avenir encore moins. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Menaces de sanctions américaines. Le Nigeria n'a même pas bronché. Au lieu de plier, le pays a répondu par des actes de nouveaux deals énergétiques signés à vitesse grand V. En quelques semaines, la Nigerian National Petroleum Corporation scellait une coentreprise de 2,4 milliards de dollars avec une société chinoise, tout en scellant un accord pétrolier avec le Brésil pour les produits raffinés. Le peuple lui a massivement validé. 81% des Nigérians ont salué la fermeté de leur gouvernement. La leçon est claire: Abuja a préféré garder le contrôle de son avenir
plutôt que de courir après les dollars étrangers. Le message, au reste de l'Afrique. L'indépendance ne se quémande pas, elle s'impose, quel que soit l'interlocuteur. Pendant ce temps, au sud du continent, un autre géant se levait. En 2025, l'Afrique du Sud a coupé court à une proposition mirobolante venue de Washington. Milliards en technologies militaires, avantages commerciaux alléchants. Mais une exigence impossible à avaler. En échange, Pretoria devait rompre avec les BRICS, cette alliance de longue date avec le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, piliers de sa politique étrangère depuis plus de 10 ans. La réponse n'a laissé place à aucun doute. Le président Cyril Ramaphosa a lâché une phrase qui a claqué comme une gifle. « Nous ne sommes le pion de personne sur l'échiquier mondial ». Cette offre venue de Washington n'était pas qu'une proposition, c'était un piège diplomatique cousu de fil blanc. Derrière les promesses d'accès au complexe militaro-industriel américain de privilèges douaniers sur les biens manufacturés et de 3 milliards de dollars de débouchés agricoles, se cachait un objectif clair, faire exploser l'alliance Sud-Sud et isoler Moscou et Pékin. Mais Pretoria n'a pas mordu à l'hameçon. Le prix politique à payer était tout simplement démesuré. Le peuple sud-africain ne s'est pas fait prier au Cap à Johannesburg. Les rues se sont remplies de jeunes, de syndicalistes, de militants, tous unis, sous une même bannière. Pas touche aux BRICS, non au chantage économique. Ce n'était pas qu'un rejet, c'était un soulèvement symbolique contre une tentative à peine déguisée de déstabilisation géopolitique. Face aux pressions, le Parlement sud-africain n'a pas reculé d'un pouce, bien au contraire. Il a appuyé sur l'accélérateur législatif pour cimenter encore plus solidement ses liens avec les BRICS. Résultat, un méga investissement de 8 milliards de dollars signé avec la Chine dans les domaines de la technologie et de l'énergie et un ambitieux projet de corridor logistique en collaboration avec la Russie. Washington, piqué au vif, a sorti la carte des représailles, hausse brutale des taxes sur l'acier sud-africain et les exportations d'agrumes. Mais au lieu de semer le doute, ces sanctions ont galvanisé l'opinion publique. Un sondage mené en mars 2025 est venu le confirmer. 76,5% des Sud-Africains rejettent les sirènes américaines et choisissent de rester fidèles au pacte BRICS. Le message de Pretoria était net, sans bavure. Une alliance digne de ce nom ne s'achète pas, elle repose sur la réciprocité, pas sur la menace. En 2025, Washington pensait tenir une victoire facile au Kenya grâce à une offre clinquante, 3 milliards de dollars pour moderniser routes, ports et chemins de fer. Mais Nairobi n'a pas mordu à l'hameçon. Car sous les promesses d'infrastructures flambant neuves, se cachaient des clauses pour le moins douteuses, le contrôle d'installations stratégiques, autoroutes, terminaux, voies ferrées, serait cédé à des firmes américaines. Et ce n'est pas tout en cas de litige, ce n'était même plus les tribunaux kenyans qui trancheraient, mais la justice américaine. En clair, les lois du Kenya mises entre parenthèses. La souveraineté reléguée au pied de page. La riposte kenyane ne s'est pas fait attendre. Raila Odinga, figure majeure de l'opposition attirée à boulet rouge sur l'accord, le qualifiant sans détour d'occupation économique sous stéroïdes. La société civile, elle s'est mobilisée. En un éclair, une campagne nationale a vu le jour martelé par un slogan qui claquait comme un avertissement « Le Kenya n'est pas à vendre ». En moins de 48 heures, plus de 200 000 signatures exigeaient une transparence totale sur les deals passés avec l'étranger. Face à la montée de la pression populaire, le président William Ruto a convoqué la presse et frappé fort. L'accord purement et simplement annulé, et il a martelé « Nos institutions ne sont pas une marchandise et notre souveraineté juridique n'est pas à discuter ». Washington a grimacé, mais Nairobi avait déjà changé de cap.
2 semaines plus tard, le Kenya obtenait un prêt de 2 milliards auprès de la Banque africaine de développement et scellait dans la foulée un partenariat numérique stratégique avec l'Inde. Une fin de non-recevoir claire, nette et souveraine. Plutôt que de vendre ses ponts contre des promesses creuses, le Kenya a choisi une autre voie, celle de la coopération avec la Corée du Sud pour moderniser ses autoroutes, sans céder un seul centimètre de sa souveraineté. Aucun piège, aucune clause tordue, juste un partenariat clair, équilibré et respectueux. En mars 2025, un sondage Ipsos est venu confirmer ce choix populaire. 82% des citoyens ont applaudi la décision de tourner le dos à l'offre américaine. Ce n'était pas simplement une affaire d'infrastructure, mais de principe. Nairobi l'a crié haut et fort, le progrès ne doit jamais coûter la dignité. Moderniser, oui, se soumettre jamais. En 2025, l'Algérie a littéralement balayé une offre américaine de plus de 700 millions de dollars censée renforcer la lutte antiterroriste. Derrière les gadgets technologiques satellites IA, système de surveillance dernier cri, se cachait un agenda bien moins reluisant. En échange, Alger devait espionner ses propres voisins Mali, Libye, Niger et alimenter en direct les services de renseignement américains. Autrement dit, transformer son appareil sécuritaire en extension des intérêts géostratégiques de Washington. La réponse du président Tebboune ne s'est pas fait attendre, une déclaration sèche en direct à la télévision nationale « Nous ne sommes pas à votre service de renseignement ». L'accord a été immédiatement jugé contraire à la doctrine algérienne fondée sur la neutralité militaire et le refus catégorique de toute ingérence. Résultat. Contrat déchiqueté, 2 conseillers US priés de faire leurs valises. L'Algérie n'a pas seulement dit non, elle a claqué la porte avec fracas. Ce n'est pas un hasard si l'Algérie garde l'une des structures de renseignement les plus indépendantes du continent, avec un budget défense dépassant les 10 milliards de dollars en 2024, et des alliances militaires tissées depuis longtemps avec Pékin et Moscou. Devenir l'antenne régionale d'une puissance étrangère, très peu pour elle. Et ce refus n'a pas seulement résonné dans les couloirs du pouvoir. Dans les rues, sur les campus, dans les tribunaux, la société algérienne a parlé d'une même voix. Étudiants vétérans juristes, tous unis pour dénoncer ce qu'ils ont vu comme une tentative de saper la souveraineté nationale. En guise de représailles, Washington a suspendu sa coopération en matière de surveillance et annulé une visite diplomatique majeure prévue en mars. Et alors, Alger, imperturbable, a annoncé un partenariat cybersécurité d'1 milliard de dollars avec la Russie et lancé un chantier ambitieux avec l'Union africaine pour bâtir un système panafricain de renseignement par et pour les Africains. Chez les Algériens, la neutralité n'est pas une option temporaire. C'est une colonne vertébrale. Et elle n'a pas de prix. Scène géopolitique sous tension. Donald Trump revient à la charge avec un plan taillé pour réimposer l'influence américaine sur le continent africain. Calcul audacieux, mais riposte fracassante. Car au lieu de plier, l'Afrique s'est dressée comme un seul bloc lançant un message impossible à ignorer. Nous ne sommes pas une marchandise. Du Ghana jusqu'à l'Égypte, les refus se sont succédés clairs, nets, assumés. Et ce n'était pas seulement un rejet de contrat. Non, c'était le refus d'un rapport de force biaisé, d'un vieux logiciel impérial où l'aide s'accompagne de chaînes invisibles. Ce que le monde a vu. Un soulèvement symbolique pour l'autodétermination, la fierté et la place que l'Afrique veut occuper dans l'ordre mondial qui vient. Et si vous pensiez que c'était juste une série d'événements isolés, détrompez-vous. Ce que nous vous préparons ici, c'est un décryptage complet, dossier par dossier, exigence par exigence, pays par pays, parce que ce bras de fer pourrait bien redessiner les règles du jeu global. Alors, ne manquez rien, abonnez-vous à Huge Battle, commentez, partagez et souvenez-vous, les vérités qu'ils veulent enfouir, nous, on les met en pleine lumière.
Début 2025, le Ghana a surpris la planète diplomatique en envoyant valser une offre américaine de 500 millions de dollars censée être un appui financier massif. Mais sous le papier doré de cette aide, les conditions faisaient grincer des dents. Washington voulait que le Ghana coupe les ponts avec Pékin, son partenaire économique majeur, et autorise les militaires américains à installer leurs bottes sur des bases stratégiques longeant la côte atlantique. Mais pour un pays qui chérit sa souveraineté comme un trésor national, céder à ce genre d'exigence, c'était dire adieu à son indépendance. Pire encore, accepter l'accord aurait saboté plus de 2 milliards de dollars de projets chinois déjà en cours, extraction de bauxite, route, pont. Des chantiers vitaux pour le développement local. Accueillir cette aide aurait donc été comme accepter un prêt à double tranchant, un coup de pouce dans une main, une corde autour du cou dans l'autre. Dans les coulisses de cet accord, refusé, un point faisait particulièrement grincer des dents. Washington réclamait un droit de regard sur les projets financés par Pékin, ainsi qu'un accès direct aux données stratégiques du pays. En clair, les États-Unis voulaient s'installer dans le cockpit du développement ghanéen. Résultat. Le Ghana a claqué la porte. En représailles, les Américains ont annulé les visas diplomatiques de plusieurs hauts responsables. Mais loin de reculer, Accra a pris de l'élan. Le pays a intensifié ses relations commerciales avec ses voisins africains via la CEDEAO et a renforcé son engagement dans l'initiative La Ceinture et la route de la Chine. Dans les rues, les citoyens se sont fait entendre, pancartes en main, ils ont manifesté pour défendre la souveraineté nationale. Et ce soutien populaire n'était pas symbolique. Un sondage de février 2025 a révélé que 72% des Ghanéens voyaient dans ce refus un geste de fierté face à une tentative néocoloniale. Les dirigeants ont été catégoriques. Construire le futur ne doit jamais signifier abandonner sa liberté. Oui à l'aide, mais non à l'asservissement. Et ce n'était qu'un prélude, accrochez-vous pour la suite, car le Nigeria n'a pas été en reste. Mais d'abord, zoom sur l'un des refus les plus téméraires de l'année 2025. L'Éthiopie a opposé un non catégorique à une proposition américaine qui aurait fait d'elle le QG des opérations de drones US en Afrique de l'Est. Sur le papier, Washington promettait 400 millions de dollars en aide sécuritaire, des systèmes de surveillance dernier cri et une flotte d'équipements militaires. Mais en fouillant dans les petites lignes, le vrai deal apparaissait accès illimité à l'espace aérien éthiopien, pilotage intégral des drones par les forces américaines et transmission automatique de renseignements, le tout sans que les autorités d'Addis Abeba aient leur mot à dire. Une offre alléchante, plutôt une tentative de mainmise camouflée. Et l'Éthiopie a répondu sans détour « Notre ciel n'est pas à louer ». Le Premier ministre Abiy Ahmed ne s'est pas contenté de décliner poliment. Il a claqué la porte avec une phrase devenue virale. « Notre souveraineté ne figure pas sur la liste des locations ». Ce rejet sec et sans appel a réveillé un sentiment d'orgueil profondément ancré. Dans un pays qui a tenu tête aux empires passés, ce nouvel épisode n'était qu'un rappel de plus ici, on ne plie pas. En quelques heures, Addis Abeba vibrait au rythme de dizaines de milliers de citoyens brandissant « pas de base, pas de chaîne ». Les spécialistes de la défense ont tiré la sonnette d'alarme, héberger des drones US reviendrait à inscrire l'Éthiopie sur la carte des représailles terroristes, tout en ruinant sa position de médiateur régional. La Maison-Blanche vexée a sorti la boîte à sanctions, réduction brutale de 40% de l'aide militaire, blocage des discussions sur la sécurité, menace diplomatique à peine voilée. Mais au lieu de plier, l'Éthiopie a accéléré. En moins d'un mois, un pacte stratégique avec la Turquie était signé et le programme national de drones prenait son envol. Résultat, une production doublée en un an.
Et la population? En phase. Selon un sondage publié en mars 2025, 79% des citoyens soutenaient la position d'Abiy, une leçon claire envoyée au monde. L'indépendance ne se vend pas, elle se cultive. Refuser, c'est une chose. Mais exposer les dessous d'une offre en pleine lumière mondiale, c'est exactement ce qu'a fait la Tanzanie. En 2025, Dar es Salaam a décliné un cadeau américain de plus de 600 millions de dollars censé renforcer le secteur de la santé. Sur le papier, tout brillait: vaccins, dernier cri matériel, médical, flambant, neuf, financement pour hôpitaux et campagnes publiques. Mais sous cette belle façade se cachaient des conditions bien moins reluisantes. Le deal voulait transformer le pays en gigantesque laboratoire à ciel ouvert. La Tanzanie aurait dû accueillir des essais pharmaceutiques encore au stade expérimental, le tout sous une surveillance quasi inexistante avec des flous juridiques à faire pâlir un avocat et un encadrement réglementaire plus que minimal. Une opération de testing à grande échelle, sans filet de sécurité. Résultat. Le gouvernement a non seulement dit non, mais il a aussi tiré la sonnette d'alarme devant les caméras du monde entier. En Tanzanie, la santé publique ne se monnaie pas, et encore moins quand elle rime avec cobayes invisibles. À la télévision nationale face caméra, la présidente Samia Suluhu Hassan n'a pas mâché ses mots. Nous ne servirons pas de terrain d'expérimentation pour des laboratoires étrangers. Un message clair, franc, sans détour. Et aussitôt, les échos ont retenti bien au-delà des frontières militants des droits humains, médecins, ONG africaines. Tous ont applaudi cette prise de position avec une ferveur peu commune. Ce refus n'est pas tombé du ciel. Il s'ancre dans un passé lourd. Pendant plus d'un siècle, des géants pharmaceutiques occidentaux ont mené en Afrique, du Nigeria à l'Ouganda, des essais cliniques, parfois menés sans consentement ni cadre éthique digne de ce nom. Pour les Tanzaniens, il était hors de question de répéter l'histoire. À Dar es Salaam, comme à Arusha des blouses blanches, et des citoyens sont descendus dans la rue pour exiger plus qu'un simple non. Ils ont réclamé justice, transparence et une place à la table mondiale de la recherche médicale. Résultat. L'accord a été mis à la corbeille et la Tanzanie a tourné la page. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Quelques semaines plus tard, elle annonçait une coopération inédite avec Cuba sur la santé publique et le lancement d'un centre national flambant, neuf dédié à la biotech et aux vaccins. La réponse, digne, stratégique et souveraine. Les fonds nécessaires trouvés sans le moindre dollar américain. L'Union africaine et plusieurs investisseurs privés africains ont pris le relais, prouvant qu'on peut bâtir sans s'agenouiller. Et le peuple derrière son gouvernement massivement. En avril 2025, un sondage montrait que 77% des Tanzaniens soutenaient cette décision historique. Pour eux, la dignité n'a pas de prix et le consentement ne se négocie pas, surtout pas sous couvert de générosité étrangère. La Tanzanie a montré que dire non peut parfois être le geste le plus puissant de tous. Et ce n'est qu'un aperçu. Ce que nous allons vous révéler ensuite, ce sont les vérités que d'autres préfèrent enfouir. Alors restez avec nous parce que le plus explosif reste à venir. En 2025, Luanda n'a pas seulement dit non, elle a envoyé un message qui a fait trembler les murs de Washington. Les États-Unis proposaient un investissement colossal de 5 milliards de dollars pour transformer l'Angola route flambant 9 réseaux électriques étendus et même un centre technologique dernier cri. Sur le papier, c'était un rêve d'ingénieur. Mais dans les petites lignes du contrat, un véritable cauchemar économique. Le fameux investissement n'était qu'un prêt déguisé assorti de taux d'intérêt salés et d'une exigence claire, couper tout lien commercial avec la Chine et livrer les droits d'exploration pétrolière aux compagnies américaines. En d'autres termes, payer son propre enchaînement. Le président, João Lourenço, n'a pas laissé planer le doute. Devant la presse,
il a décoché une phrase devenue culte à travers tout le continent. Si vous voulez l'exclusivité, commencez par avoir les moyens. Une pique subtile mais dévastatrice qui pointait du doigt le vide de la proposition pas de fond, garantit pas d'accord du Congrès, juste des promesses suspendues dans l'air. Bref, une offre qui valait moins que le papier sur lequel elle était imprimée. Deuxième géant pétrolier d'Afrique subsaharienne, l'Angola n'a rien d'un figurant dans le jeu mondial de l'énergie. Avec plus de 2 milliards de barils prouvés sous son sol et 60% de sa production expédiée vers la Chine, le pays a depuis longtemps trouvé son partenaire clé. Pékin, de son côté, y a injecté plus de 20 milliards de dollars depuis 2005, non pas en promesses, mais en projets concrets. Alors quand Washington est arrivé avec son offre déguisée en coopération Luanda a flairé la manœuvre. Ce n'était pas un plan de développement, c'était une tentative à peine masquée d'endiguer l'influence chinoise sur le continent. Et la réponse ne s'est pas fait attendre. 7 jours seulement après le refus officiel, l'Angola signait un accord de 3,87 milliards de dollars avec la Chine pour développer les infrastructures et les mines, déjà financées, validées et prêts à démarrer. Le peuple lui a tranché sans hésitation selon un sondage Anglo-Baromètre de 2025. 69% des Angolais ont salué cette décision. Le message du gouvernement était limpide, nos ressources ne sont pas des jetons de négociation, ce sont les artères de notre souveraineté. Et l'Angola vient de rappeler à tous qu'un pays riche en pétrole n'est pas forcément pauvre en dignité. Officiellement, c'était un projet de 200 millions de dollars pour renforcer la démocratie, soutenir les élections, dynamiser la société civile, moderniser la justice. En apparence, un geste altruiste venu de Washington. Mais en coulisses, un tout autre scénario se jouait. Des fuites dans la presse locale ont mis le feu aux poudres derrière ce programme d'aide. Se cachait une opération d'influence visant à pousser un candidat pro-occidental à la tête du pays lors de la prochaine présidentielle. Autrement dit, un coup politique enveloppé dans le papier doré de la démocratie. La réaction de Macky Sall fut aussi rapide que cinglante. En moins de 24 heures, l'ambassadeur américain était convoqué au palais sommé de s'expliquer. Quelques jours plus tard, 2 diplomates faisaient leurs valises, expulsés discrètement mais fermement pendant que 3 ONG financées par Washington voyaient leur licence suspendue. Le message du Sénégal était clair, ici la démocratie ne s'achète pas au plus offrant. Et encore moins quand l'offre vient avec des bulletins pré-remplis. Depuis des décennies, le Sénégal est cité comme l'un des exemples les plus solides de démocratie en Afrique de l'Ouest, un pays où en 2019, plus de 65% des électeurs ont fait entendre leur voix dans les urnes. Alors, quand l'idée même d'une influence étrangère sur ces institutions a surgi, l'indignation a été immédiate et totale. Dans les rues de Dakar, la jeunesse et les militants ont pris le relais brandissant des pancartes devenues virales « Notre démocratie, nos règles ». C'était plus qu'un slogan, c'était une déclaration d'indépendance politique. Washington, piqué au vif, a répliqué en gelant un programme de coopération juridique et en menaçant de couper une partie de son aide financière. Mais au lieu de fléchir, le Sénégal a redoublé de fermeté. Le gouvernement a mis sur pied une commission électorale indépendante, financée par des fonds nationaux, tout en renforçant ses alliances avec l'Union européenne et la CEDEAO pour sécuriser le processus électoral. Résultat. Un sondage de mars 2025 a montré que 65,4% des Sénégalais soutenaient la décision d'expulser les diplomates américains, y voyant non pas un geste de rupture, mais un acte de respect envers la démocratie elle-même. Le message de Dakar a résonné fort et clair. L'aide assortie de conditions politiques n'est plus une aide, c'est un piège déguisé. Et le Sénégal vient de prouver qu'il savait le reconnaître. L'épisode le plus spectaculaire de la croisade américaine en Afrique en 2025 s'est joué
là où personne ne l'attendait au Caire. L'Égypte, pilier militaire des États-Unis depuis des décennies, a surpris le monde entier en repoussant un pacte de sécurité flambant neuf proposé par l'administration Trump. Sur le papier, l'offre brillait 3 milliards de dollars d'aide militaire, d'armes exclusives et d'avantages stratégiques. Mais derrière les chiffres se cachait une clause impossible à avaler. Washington exigeait que l'Égypte soutienne publiquement l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie. En d'autres termes, troquer sa dignité régionale contre un chèque et quelques chars d'assaut. Pour le président Abdel Fattah al-Sisi, la réponse ne faisait aucun doute. Accepter un tel marché aurait été une gifle à l'opinion publique. Un peuple de 110 millions d'habitants, dont plus de 70% rejettent ouvertement l'idée d'une annexion. Mais au-delà de la colère populaire, il y avait un enjeu encore plus lourd, la crédibilité du Caire dans le monde arabe et musulman. Et cette influence-là, al-Sisi savait qu'elle valait infiniment plus que 3 milliards de dollars et une poignée de missiles. La réponse du président al-Sisi fut aussi sèche qu'historique : l'Égypte n'est pas à vendre. Ces 5 mots ont claqué comme une gifle diplomatique. Ce jour-là, le Caire n'a pas seulement dit non à Washington, il a changé de cap. Quelques semaines plus tard, l'Égypte tournait le regard vers l'Est, ouverture de discussions stratégiques avec la Chine, puis signature d'un contrat militaire de 1,6 milliard de dollars avec la Russie, comprenant des systèmes antimissiles et du matériel naval. Face à ce basculement, les États-Unis ont agité la menace classique gel de l'aide-suspension de coopération rappel diplomatique. Rien n'y a fait. L'Égypte a tenu bon et le peuple l'a applaudi. Un sondage YouGov d'avril 2025 montrait que 83% des Égyptiens soutenaient la décision présidentielle, la voyant comme un acte de défense de la dignité nationale et de l'honneur du monde arabe. Même au sein des pays proches de Washington, le message a résonné. On ne peut pas acheter la loyauté d'une nation qui a le mot « souveraineté » gravé dans son histoire. Et cette fois, l'Égypte a remis les pendules à l'heure. Les partenariats ne valent que s'ils reposent sur le respect, pas sur la domination. Mars 2025. Washington arrive à Kinshasa avec une offre emballée, comme un cadeau, 3 à 5 milliards de dollars pour booster les infrastructures congolaises. Des routes flambant neuves, des lignes électriques, des satellites de communication. Le tout présenté comme un partenariat gagnant-gagnant. Mais derrière les promesses brillantes, les clauses sentaient la poudre. Dans les pages cachées du contrat, 3 conditions faisaient l'effet d'une bombe, un monopole minier pour des compagnies américaines au Katanga, une interdiction totale des entreprises chinoises et, cerise sur le gâteau, le déploiement de sociétés militaires privées américaines pour protéger les sites miniers. Autrement dit, ouvrir les mines, fermer la souveraineté. Le président Félix Tshisekedi, face caméra, n'a pas mâché ses mots. Nos richesses ont servi à bâtir des empires, mais elles ne serviront plus jamais à nous enchaîner. Le Congo décide pour le Congo. Une phrase simple, mais d'une puissance rare. Ce jour-là, Kinshasa n'a pas seulement rejeté un contrat, elle a redessiné la frontière entre influence et indépendance. Les répercussions n'ont pas attendu. À Kinshasa, Lubumbashi et Goma, les rues se sont transformées en marées humaines. Des milliers de citoyens ont défilé derrière un slogan devenu symbole « Les minerais au peuple ». Plus de 90 000 manifestants ont exigé la fin de l'opacité, la souveraineté totale sur un secteur minier évalué à 24 milliards de dollars et surtout la fin de toute mainmise étrangère. En moins d'une semaine, le gouvernement congolais a tranché sans détour. Toutes les discussions avec Washington ont été rompues. À la place, Kinshasa a signé un accord monumental, 307 milliards de dollars, avec le géant sud-coréen LG Chem, centré sur l'extraction du lithium et du cobalt, les métaux du futur. Et ce n'est pas tout.
Le Congo a aussi rouvert ses contrats chinois, mais cette fois avec des clauses révisées et une supervision publique intégrale, histoire de s'assurer que plus rien ne se décide à huis clos. Le peuple lui a parlé d'une seule voix. D'après un sondage Congo Data d'avril 2025, 81% des citoyens soutiennent la décision de rejeter l'accord américain et 78% considèrent la présence de forces étrangères sur les sites miniers comme une menace directe à la souveraineté nationale. Le message est limpide, le sol du Congo appartient aux Congolais, pas aux empires du XXIe siècle. Dans un monde obsédé par le cobalt et les terres rares, la République démocratique du Congo a envoyé un message impossible à ignorer. Nous ne sommes pas une colonie d'accumulateurs, nous sommes un peuple souverain, maître de son destin. 13 nations. Une même réponse. Une claque diplomatique monumentale. Ce qui devait être une manœuvre subtile d'influence américaine s'est transformé en une insurrection de dignité à l'échelle du continent. Du cœur des zones minières jusqu'au capital politique, l'Afrique a dit non. Non à la dépendance, non à la manipulation, non à l'ingérence déguisée en partenariat. Et ce refus collectif a changé les règles du jeu. Le pouvoir mondial, autrefois concentré au nord, commence à glisser. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est une déclaration d'indépendance moderne, gravée dans le sable rouge du continent. Le message du Sud global est limpide. Vous pouvez avoir la technologie, mais pas nos âmes. Vous pouvez convoiter nos ressources, mais pas notre volonté. Et si vous croyez, vous aussi, qu'aucune nation ne devrait plier le genou pour exister, alors likez, commentez et abonnez-vous à Huge Battle, car le prochain épisode ne se contentera pas de bousculer l'ordre établi. Il risque de le renverser.